Erwan, dessine-moi une maison. Ma maison de rêve, elle a d'abord des beaux murs, des murs en pierre, un plancher, un plafond, des poutres apparentes, un beau toit, des fenêtres évidemment, des petites fenêtres toutes mignonnes, une belle porte d'entrée. Et une cheminée. Une lucarne, d'accord, une cheminée, regarde, hop, il y a la fumée déjà dans la cheminée. On va faire un jardin, un beau jardin avec même un potager, là, des petits carrés potagers. Et la niche pour le chien. Et la niche pour le chien, non. Il n'y a sûr pas que de chien oui. dans ma maison, il n'y a pas de niche, évidemment que non. C'est pas une vraie maison. Dessine si tu veux, mais non, dans ma maison, il n'y a pas de chien, donc il n'y a pas de niche pour le chien. Mais si, une maison idéale, il y a un chien. Tu peux faire des arbres, mais pas de niche pour le chien. Écoute Marie, je veux bien présenter l'émission avec toi, mais là, pour habiter ensemble, ça va pas être possible. En même temps, si tu veux pas de chien... Bonjour et bienvenue dans Enquête de région. Les vacances sont finies, on rentre à la maison. Home, sweet home, devenir propriétaire est encore aujourd'hui le rêve de nombreux Français. Qui n'a jamais rêvé d'avoir son petit chez-soi, un endroit qui nous ressemble, où poser nos valises, nos meubles et s'enraciner? Chacun cherche son toit, c'est notre enquête de région de la rentrée. Mais d'abord, qui n'a jamais connu les galères de devoir trouver un appartement, une maison, le bon compromis entre ses rêves et ses moyens? Là, aujourd'hui, moi, malheureusement, si je présente votre dossier auprès de partenaires bancaires, je n'en ai aucun qui va accepter pour une célibataire en CDD depuis réellement un beau CDD depuis là, le mois d'avril, d'aujourd'hui, de vous financer quoi que ce soit. Malgré les rénovations, les programmes de logement, aujourd'hui encore, 6% des ménages sont insatisfaits de leurs conditions d'habitation. Alors, crise du logement, à qui la faute? La colocation est-elle la solution à cette crise? Bien loin du cliché de l'auberge espagnole, nous avons testé la cohabitation entre seniors. On peut faire un repas ensemble. Par exemple, l'un cuisine pour les autres, voilà, ça se fait. De toute façon, la colocation, ça se fait. Mais il faut une bonne entente pour ça. Et pour notre clin d'œil de la fin, nous retrouverons un écrivain amoureux de sa petite maison de bord de mer. Pourquoi a-t-on encore envie aujourd'hui de s'endetter sur 20-30 ans pour acquérir notre logement? Petite réflexion autour de ce désir profondément ancré dans notre imaginaire. Rentrer à la maison, son petit chez-soi pour s'abriter de la pluie, du vent, du froid, le refuge. Rentrer à la maison. Y manger, dormir, rêver. La maison n'est pas un corps de logis, mais un corps de songe, dit le philosophe. Chaque pièce a sa place dans notre imaginaire. La maison natale est notre premier monde, son centre. Autour de lui, la vie grandit en cercle, s'élargissant. Notre logis est notre miroir, richesse héritée que l'on exhibe, misère discrète de la pauvreté. On y apprend le modèle, les règles de vie quotidienne, bref, comment il faut être. Dis-moi, miroir, de quel type d'habitation rêvent les Normands? D'une maison individuelle, bien sûr, plutôt grande, tant qu'à faire, avec jardin clôturé, d'une jolie haie, c'est plus sûr pour les enfants, en ville, si possible, mais dans un quartier tranquille. Rentrer à la maison. Notre maison rêvée est une promesse. Quand nos maisons passées jalonnent les étapes de notre vie et demeurent en nous comme autant de précieux coffres pour nos souvenirs. On se retrouve en plein centre-ville de Caen, à 2 pas de la mairie, devant un chantier de construction. C'est très symbolique puisque nous allons commencer cette émission par l'incontournable état des lieux. On fait le tour de notre habitat. Et nous ferons le point sur l'offre de logement avec Jean-François Eudeline, chargé d'études à l'INSEE de Haute-Normandie, et Nicolas Vielpeau de la Chambre des notaires de Basse-Normandie. De son côté, le promoteur Malek Rezgui, président de Cedelka, nous expliquera comment son métier a évolué face à la crise du bâtiment. Alors on parle de crise, Erwan, mais quelle est la réalité des chiffres dans notre région? Eh bien écoute, d'abord sur près de 3 millions d'habitants en Normandie, 2 personnes sur 3 vivent dans des maisons individuelles, qu'elles leur appartiennent ou non. Et par curiosité, on est plutôt ville ou campagne? Sans grande surprise, ce sont vraiment les grandes agglomérations urbaines qui attirent le plus. Rouen avec 650 000 habitants et Caen, 400 000. Neuf ou ancien?
On va dire des maisons plutôt construites après la Seconde Guerre mondiale, puisque plus de la moitié des logements ont été construits entre 1946 et 1990. Propriétaire ou locataire? Propriétaires à 59%, c'est plus que la moyenne nationale. Et alors, est-ce que le logement représente une part importante de notre budget? Le logement, cela représente 19% du budget moyen des ménages en France. Et ce coût moyen peut monter à 30 voire 40% pour les ménages les plus modestes. De son côté, la Fondation Abbé Pierre estime que près de 10 millions de personnes en France sont concernées par le mal-logement. Merci Erwan. Alors comment devenir propriétaire quand on est CDD? Aujourd'hui, 9 personnes embauchées sur 10 le sont sur un emploi précaire. Alors sont-elles condamnées à la location à perpétuité? Réponse avec notre journaliste cobaye, Angèle Devecchi. Ah, devenir propriétaire. Un vrai projet de vie d'adulte qui m'a toujours fait un peu peur, mais auquel je songe depuis un moment. Niveau job, je suis à peu près stable. Et puis j'en ai surtout ras-le-bol de payer un loyer tous les mois. Bon, toutes les conditions sont réunies pour que je me lance. Disons que je cherche un 2 pièces, pas trop loin du centre-ville. Ça me plairait bien. En gros, d'après les annonces, faut compter à peu près 100 000 €. Ça me paraît jouable. Imaginons que je rembourse, oh là là, non, c'est mieux, 600 € par mois, c'est déjà pas mal. Pendant, allez, 25 ans, je suis encore jeune. 141 558 €, bah c'est super. Bon, je pense que j'ai encore un peu de chemin à parcourir. Il faudrait que je trouve la banque qui me proposera un meilleur taux. Un rendez-vous avec un courtier, ça me semble un bon moyen de ne pas trop me noyer. Le métier d'aujourd'hui de courtier, c'est de vous, dans un premier temps, vous trouver votre budget, de calculer votre financement d'après vos revenus, vos charges, et voir à quoi vous pouvez prétendre en enveloppe budgétaire. Vous m'avez ramené peut-être vos bulletins de salaire, avis d'imposition. Exactement, j'ai tout ça. Ah oui, d'accord. Donc vous êtes en CDD aujourd'hui. Exactement. D'accord. Donc le 18/3/2011, c'est des CDD que vous avez depuis 2011. C'est la date d'un premier contrat. Un premier contrat, Ouais. oui. Bon, ce qui va me poser problème quand même, c'est votre situation professionnelle. Mais là, aujourd'hui, moi, malheureusement, si je présente votre dossier auprès de partenaires bancaires, je n'en ai aucun qui va accepter pour une célibataire en CDD depuis réellement un beau CDD depuis là, le mois d'avril, d'aujourd'hui, de vous financer quoi que ce soit. Alors là, je tombe un peu dénue quand même. Il y a tellement d'appartements sur le marché qui me font rêver. Je m'étais bien fait à l'idée quand même de devenir propriétaire. À la limite, je peux revoir un peu mes envies. Disons un T1, pas un T2, plutôt à 75 000 € qu'à 100 000. Bon, il y en a quelques-uns sur le marché. Disons que, voilà, je vais aller en visiter un. C'est ici, dans cet immeuble-là, au 2e étage. Parfait. C'est lumineux, hein. Vous avez sur cette partie-là un coin de nuit indépendant. Alors, c'est une petite chambre avec des grands placards de rangement. Je m'y vois déjà. L'appartement est bien, refait à neuf, propre. La taxe foncière et les charges sont raisonnables. 80 000 € en comptant les frais d'agence, pourquoi pas? Moi, ce qui m'angoisse un petit peu, c'est que je suis en CDD. Est-ce que ça vous paraît être un problème ou pas? Alors, aujourd'hui, effectivement, ça va peut-être vous mettre un peu en difficulté. Tout dépend de ce que vous avez comme apport, depuis combien de temps vous êtes en CDD. Il y a pas mal de choses que le banquier va prendre en compte. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les taux actuels qu'on a, les banquiers sont souvent plus exigeants. Très bien, merci À beaucoup. bientôt. Merci. Bon, monsieur l'agent immobilier, vous ne m'avez pas vraiment rassuré. Les banquiers sont, paraît-il, de plus en plus exigeants. J'ai voulu le vérifier, mais aucun n'a osé me le dire, franchement. Donc j'ai préparé tous mes papiers et je suis allée en voir un en caméra cachée. 5 minutes d'entretien et arrive forcément et assez rapidement le moment fatidique. Je viens d'embaucher? Non, en fait, je suis CDD. CDD, la problématique, c'est qu'on n'a pas de vue sur l'avenir. Oui. Bon, il dit, je suis CDI, ça se termine dans 3 mois, vous êtes CDI. Ça va être chaud. Mais on peut présenter le dossier. Oui, faisons une simulation avec un remboursement de 400 € par mois pendant 25 ans. C'est accepté. Ah bon? Oui.
Pourtant, j'ai bien vu CDD. Là, j'ai un accord de principe. Donc je peux me considérer un peu comme chanceuse aussi d'avoir d'avoir ce boulot-là. Après, c'est pas que vous êtes plus chanceuse ou quoi, c'est et votre profession et vos revenus croisés. Il est clair qu'on en revient au petit employé McDo qui n'a pas de diplôme, qui machin, qui truc, même à 400 € par mois, on va peut-être pas lui dire, parce qu'on ne sait pas comment le devenir sera. Donc là, c'est que des chiffres pondérés sur des statistiques. Bref, pour moi, ça passe, mais apparemment, je suis une privilégiée. Qu'en est-il pour les 3 millions de Français en CDD qui ne sont pas journalistes? Leur rêve d'accéder à la propriété paraît inaccessible. À quand un système de prêt immobilier adapté à tous les travailleurs précaires? Nicolas Vielpeau, on l'a vu dans le reportage, pas toujours facile d'acheter quand on est salarié en CDD. Vous qui êtes notaire, dites-nous, est-ce que c'est possible tout de même d'acheter quand on est jeune et qu'on a peu de financement? C'est possible, il y a beaucoup d'envie de la part des jeunes, effectivement, qui ont des situations parfois un petit peu précaires sur le plan du travail. Nous les recevons, il y a aujourd'hui un marché qui a largement baissé, qui devient plus accessible pour les jeunes, et dès lors que la durée du CDD est suffisamment longue, dès lors que la situation d'apport personnel peut permettre aux banquiers d'étudier le dossier, on arrive quand même à mettre le pied à l'étrier, puisqu'il faut prendre date sur le marché. De manière générale, aujourd'hui, le marché, il est favorable aux acheteurs? Il est clairement favorable au marché, aux acheteurs. Nous avons depuis 4 ans subi une baisse relativement significative, en particulier sur l'ancien, et de sorte qu'aujourd'hui, avec les taux d'intérêt combinés à la baisse, on arrive aujourd'hui effectivement sur un marché d'acheteurs et le vendeur n'a plus le prix qu'il souhaitait. Jean-François Eudeline, ce qui est paradoxal, c'est que les chiffres de l'INSEE révèlent pourtant qu'il y a un besoin de logement dans les prochaines années, déjà aujourd'hui, mais aussi dans les années à venir. Ah oui, la population continue d'augmenter, à un rythme pas très important, un peu plus important en Haute-Normandie, un peu moins en Basse-Normandie. La taille des ménages baisse, donc le besoin est un besoin de logement plus petit. Et dans les prochaines années, on peut imaginer, et on voit déjà le mouvement sur la France entière, dans les prochaines années, on peut imaginer que le besoin de petits logements sera plus important et on aura moins besoin de grands logements. Cependant, en Normandie, sur les dernières années, sur la période récente, on constate que la part de grands logements, c'est-à-dire d'au moins 5 pièces, continue d'augmenter et la part de petits logements continue de baisser. Donc ce mouvement, ce besoin, on ne le constate pas encore dans les chiffres du logement. Nicolas Vielpeau, le marché n'est pas encore adapté aux besoins? Oh, le marché s'adapte. Le marché de l'ancien, les appartements sont configurés de telle manière qu'il n'est pas si simple de les redistribuer. Par contre, on a parfois des subdivisions de grands lots en 2 lots, ce qui permet d'amortir la baisse pour le vendeur et puis de rebondir sur un prix plus attractif pour un acheteur. Donc on fait un 5 pièces qu'on va découper en 3 pièces et 2 pièces. On peut les réhabiliter, ces bâtiments anciens, ces logements anciens? On peut les réhabiliter. Le problème, c'est qu'on a beaucoup d'immeubles reconstruction avec des immeubles donc en pierre de taille, en pierre, de sorte que les ravalements se font le plus souvent par l'extérieur, ce qui nécessite des autorisations des copropriétaires. Le problème, ce sont les moyens. Et aujourd'hui, un accompagnement et des réflexions, notamment de la ville de Caen, autour de cet accompagnement pour permettre aux copropriétés de se réhabiliter, de gagner en performance énergétique. Les acheteurs, ils veulent d'abord du neuf? Les acheteurs, ils veulent du neuf. Après, il est vrai qu'aujourd'hui, on a un marché du neuf qui est performant, très performant sur le plan énergétique, un marché de l'ancien qui l'est beaucoup moins, mais avec une disparité de prix qui fait que les promoteurs s'adaptent effectivement à ces nouveaux besoins et à cette demande. Jean-François Eudeline, on parlait à l'instant des difficultés de réhabilitation. Le mal logement, il existe encore en Normandie, on voit ça dans les chiffres? Il existe encore. Alors, le mal logement vraiment très dur, il est devenu très rare. C'est-à-dire très dur, c'est-à-dire pas de douche ou pas de baignoire, pas d'eau courante. Là, mais ça reste encore 1% des logements qui manquent encore soit d'eau courante, c'est très rare, mais pas de salle de bain par exemple. Par contre, des logements avec des défauts, il y a encore 10% de logements qui ont au moins 3 défauts, avec les défauts majeurs que sont le taux d'humidité, le défaut d'isolation ou les fenêtres vétustes. Merci à vous. Et parmi les populations les plus touchées par ces mal logements, par ces besoins de logement, il y a les étudiants. Pour eux, trouver un logement se révèle souvent un véritable casse-tête. Simon, étudiant en école de commerce à Rouen, loge dans cette résidence sortie de terre en 2011. Son appartement est un studio de 18 mètres carrés. C'est parfait pour un étudiant ici en études, c'est confortable, très bon espace pour vivre.
Boursier, le jeune homme a un budget total de 550 € par mois. Pour se loger, il s'est donc orienté vers les résidences gérées par le Crous, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. J'ai l'aide au logement, donc je paye moins cher, mais c'est-à-dire que c'est à peu près 350 € si je ne me trompe pas. Et en fait, moi, je paye à peu près donc 150 €. Des logements de ce type, le Crous en propose 5530 dans l'académie pour 55 000 étudiants. La Haute-Normandie est au-delà des objectifs nationaux qui prévoient de loger 10% des étudiants dans le parc immobilier public. Et en septembre 2017, 2 nouvelles résidences verront le jour à Rouen. D'après le directeur du Crous, ces résultats s'expliquent par la volonté politique. Il y a eu, dans le cadre du contrat de projet État-région précédent, il y a eu beaucoup d'opérations qui ont été construites. Et depuis mon arrivée, le mouvement a continué avec une forte poussée des collectivités. Quand je dis poussée, c'est un partenariat très fort. On ne construit pas de logements étudiants si on n'a pas les villes, les agglomérations, les collectivités territoriales avec nous. Et ils sont souvent moteurs. Pour les étudiants qui dépassent les conditions de ressources du Crous, il faut se tourner vers le parc immobilier privé. Donc la petite cuisine ouverte sur la pièce de vie. Ici, vous avez une arrivée d'eau pour éventuellement mettre une machine à laver. Depuis les résultats du bac, Thibaut et sa mère multiplient les visites. Cette fois, c'est un studio de 27 mètres carrés avec une place de parking, 471 € par mois, chauffage non compris. Le budget logement de la famille, fixé à 500 € par mois, est respecté. Restent encore les frais annexes à verser à l'agence. Je crois qu'il y a des honoraires, un dépôt de garantie, je ne sais pas s'il y a des loyers à donner d'avance, c'est encore un coût. D'après une étude de l'UNEF, le syndicat étudiant, le prix moyen du loyer à Rouen est de 399 €. C'est moins que la moyenne des régions françaises et 2 fois moins cher qu'à Paris. Dans cette agence, dont la moitié des offres est destinée aux étudiants, un nouveau marché a pris son essor. Le meublé marche de plus en plus chez les étudiants du fait de la courte période de location. Et les propriétaires, eux également, ils trouvent leur compte par le biais de leur déclaration de revenus fonciers. Ils ont des aides lorsqu'effectivement ils louent un meublé. Bonjour. Oui, bonjour madame, monsieur Dumont, enchanté, bonjour, mademoiselle, enchantée. On y va? On y va. Depuis 2009, ce propriétaire de studio meublé loue exclusivement aux étudiants. Ici, pas d'agence. Cet investisseur en est convaincu. S'adresser aux étudiants est moins risqué. Je louais d'autres appartements de façon plus classique. Et là, les paiements étaient beaucoup plus complexes. Voilà. Donc là, avec la caution des parents, bien évidemment, je n'ai strictement aucun problème de paiement depuis 6 ans que je loue ces appartements dans cette maison. Et les étudiants apprécient la location de particulier à particulier. Une machine à sécher de linge. J'ai appelé le propriétaire, il m'a dit oui, tu peux venir faire une visite, il n'y a aucun problème. Et ensuite, les papiers, ça a été un bail signé rapidement. Avec un loyer en dessous de la moyenne des régions et un volume de biens conséquent, Rouen semble faire le bonheur des étudiants. Une situation loin des statistiques nationales qui font état de 9 demandes de logement pour une offre. Malek Rezghi, vous êtes promoteur immobilier, on est d'ailleurs devant l'une de vos réalisations. Si on vous a demandé de venir sur ce plateau, c'est pour parler de votre quotidien. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer? Les difficultés que nous rencontrons sont celles connues déjà par l'ensemble des législateurs. La première difficulté que nous rencontrons sont les règles de construction, qui sont de plus en plus contraignantes. Nous attendions des résultats sur le terrain dans le courant de l'année 2015. Malheureusement, à ce jour, nous constatons aucune évolution, aucun assouplissement des règles de construction. Alors les règles, elles sont contraignantes, mais elles ont aussi une utilité, j'imagine. Par exemple, pour protéger un centre-ville du patrimoine, on ne peut pas bétonner partout. Évidemment, ce dont il s'agit davantage aujourd'hui sont les règles de construction liées à l'handicap, qui sont extrêmement contraignantes et qui, selon nous, nous pourrions trouver des solutions pour à la fois répondre à la contrainte de la population qui attend des logements adaptés, mais aussi assouplir ces règles qui sont devenues bien trop lourdes. Est-ce que votre but, c'est de faire un logement pour tous, justement? On parlait des handicapés, des étudiants, des seniors. C'est déjà le cas. Aujourd'hui, l'ensemble des professionnels de ce métier-là ont su s'adapter aux demandes de la population pour du logement étudiant, pour du logement senior, pour de la résidence principale, également pour de l'investisseur en vue de pouvoir investir et assurer sa retraite de demain. On n'est pas seulement donc sur du haut standing, sur ce qui rapporte le plus? Non, on ne parle pas d'argent, on parle surtout d'adapter un produit par rapport à la demande du marché. Quand on parlait des difficultés, vous me parliez aussi du manque de foncier, du manque de terrain disponible. C'est un vrai problème que le politique n'a pas su gérer, pour lequel il n'a toujours pas trouvé de solution. Aujourd'hui, le manque de foncier devient une contrainte pour notre profession. C'est la faute à qui? C'est la faute au législateur.
Aujourd'hui, les législateurs, c'est qui? Les législateurs, c'est à la fois sur le plan national, mais également sur le plan local. Les communes? Les communes, les collectivités, les comités de communes. Qui sont quoi, trop frileuses? Non, il y a dans l'attribution des fonciers trop d'intervenants publics. Et l'ensemble de ces intervenants font que le processus d'attribution des terrains, au lieu de se faire sur 6 mois, mais 2 ans, voire un peu plus de 2 ans. Si vous réduisez les délais d'attribution, si vous réduisez les délais d'intervenants, vous ferez des économies publiques et vous ferez avancer le logement. Le discours est bien rodé. On sent que vous allez les voir pour... C'est une vraie problématique et c'est d'autant plus embêtant que l'on sent et on constate depuis le premier semestre 2015 un rebond des ventes dans le logement neuf, à la fois sur le plan national, mais également sur la Grande Normandie. On a enregistré plus de 21% de réservations, avec 850 ventes qui ont été constatées au premier semestre 2015 par rapport à 2014. D'accord, donc ça s'annonce bien. Justement, on va parler d'avenir. Pour vous, vous misez sur quoi pour l'avenir? C'est quoi votre grand marché? Alors, le grand marché, aujourd'hui, c'est la population française, certes, qui aujourd'hui aspire à devenir propriétaire et pour lequel nous ne sommes pas encore capables de répondre suffisamment. Mais le vrai enjeu, il est démographique. Nous constatons, et les chiffres de l'INSEE sont là pour le dire, en 2050, nous serons 70 millions d'habitants. D'accord. Et sur ces 70 millions d'habitants, un Français sur 3 aura plus de 60 ans. Les seniors. Dans quelques minutes, nous nous poserons la question de savoir s'il existe des remèdes à cette crise du logement. Car aujourd'hui encore, les constructions ne suffisent pas à combler les besoins. Alors dans cette deuxième partie, nous tenterons de comprendre pourquoi cette crise du logement demeure. On parlera politique de la ville et rénovation urbaine avec Christian Duplessis de la direction des territoires du Calvados et Dominique Barbier, présidente de l'association Habitat et Humanisme en Seine-Maritime. D'ailleurs, Marie, je ne sais pas si tu le sais, mais nous sommes ici au cœur de la politique de la ville des années 60. Hérouville-Saint-Clair, c'est un peu l'exemple type d'une ville de la reconstruction construite autour de quartiers, de tours. D'ailleurs, cette ville, elle est passée en 50 ans de 900 à 22 000 habitants. Et aujourd'hui, l'heure de la rénovation a sonné. La rénovation urbaine, on va en parler dans un instant avec l'exemple de Cherbourg. Mais d'abord, revenons aux origines. Quelles sont les raisons de la crise du logement? La réponse en 1 minute. Premier constat, la demande de logement est en hausse. 3 raisons principales à cela. La croissance démographique, l'augmentation du nombre de divorces et de familles monoparentales. Par ailleurs, les taux d'emprunt sont en baisse, mais la construction ne suit pas, d'où la flambée des prix. En 15 ans, les prix de l'immobilier ont doublé en France alors que les revenus des ménages grimpaient de seulement 30%. Résultat, notre pays est l'un des plus chers d'Europe pour s'offrir un logement alors que la France est l'un des pays où l'on construit le plus. L'explication à cela, c'est que l'État encourage financièrement l'accession à la propriété, une bonne idée, mais qui a pour effet mécanique de maintenir des prix d'achat élevés. Alors, le mal-logement persiste. En 2010, en Haute et Basse-Normandie, près de 150 000 personnes occupaient une habitation trop petite. Bref, la crise du logement n'est pas près d'être résolue. Nous avons parlé initiative privée avec un promoteur immobilier. Maintenant, quelle politique publique pour remédier à cette crise du logement? Nous avons choisi un exemple de rénovation urbaine à Cherbourg. Un vaste programme a été lancé, voilà, une dizaine d'années avec une opération emblématique sur les contreforts de la ville à la Montquentin. Comment c'était? Là, c'était le bâtiment 5 qui était là derrière. Il y avait le bâtiment 6, le 4 où j'habitais, voilà, rue de Mulhouse, au numéro 4. Et ensuite, ici, à cet endroit-là même, il y avait un stade et des aires de jeu pour les enfants. Ils sont, l'un et l'autre, parmi les meilleurs connaisseurs de leur quartier. Jacqueline Madeleine, pour y avoir vécu presque toute sa vie, y animait encore une association de locataires. Jean-Michel Hénaud, pour l'avoir arpenté pendant des années, photographié sous tous les angles et en devenir résident à son tour, aux premières loges, sur les hauteurs de Cherbourg. C'est dire s'ils ont partagé la transformation des lieux. Donc là, c'est une vue de la Montquentin qui existait il y a 10 ans maintenant, avant la démolition des barres d'immeubles. Et nous, approximativement, on est à la place de ce bâtiment ici. Donc là, c'est une vue toujours de la Montquentin avant. Donc tout ça, ça a été détruit. Des pans de murs qui s'effondrent pour une page qui se tourne. Lentement, la pelleteuse fait son œuvre, sous l'œil attentif des riverains. Bâtiment 7 rue de Mulhouse, hier encore c'était chez eux, aujourd'hui, ne reste que les souvenirs. Les logements étaient trop petits, mais on s'y plaisait bien aussi. Hein. Bah oui.
Donc finalement, ça fait quelque chose de les voir tomber? Bah oui, ça fait quelque chose, hein. Bah oui. C'était un pincement au cœur. Hein. C'était obligatoire parce que il y avait plus, les appartements ne correspondaient plus aux normes de sécurité de maintenant, quoi. Et c'était très petit, l'électricité était bonne à refaire, etc., quoi. Ça n'a pas été très facile pour certains habitants de comprendre ça, mais bon, il a été quand même expliqué que c'était salutaire pour eux, quoi. Le projet remonte à 2003, époque de grandes ambitions en matière de rénovation urbaine à Cherbourg-Octeville. Les deux communes s'étant réunies au début de ce siècle, sous la houlette d'un maire socialiste, alors assez peu connu. C'est une transformation pour tous qui concerne à la fois le cœur de la ville et les quartiers d'habitat social. C'est la ville dans son ensemble qui est en chantier, qui est en train de connaître une transformation sans précédent. Le premier bailleur social de la communauté urbaine s'appelle Presqu'île Habitat. Il s'était lancé dans une opération visant à détruire ici 304 logements pour en reconstruire 75. C'est ce que l'on appelle dédensifier. Il n'y a personne. Mission accomplie. On a quelquefois un peu de difficulté à voir comment tout ça va se concrétiser. Et in fine, quand vous voyez le résultat de l'ensemble du quartier, je trouve que c'est une satisfaction extraordinaire, quoi. C'est un urbaniste parisien, Serge Renaudy, qui fut chargé de l'ensemble. Et là-haut, pour l'Amont-Quentin, l'architecte Jean-Marc Wist releva son défi, alléger, végétaliser, en commençant par faire table rase. C'est posé là, de façon très brutale. Donc lui, son travail, un peu en réaction à ça, ça va être de dire, on a introduit des biais, on a introduit même des volumes en toiture avec des retraits imposés pour essayer de ne pas construire des blocs. Et voilà le travail, des bâtiments de 2 à 4 étages, à visage humain et vue imprenable. Avec le site qui est quand même assez exceptionnel, on a développé des logements traversants pour profiter à la fois de l'apport de lumière du sud et au nord de la vue sur la rade. Et 4 ans après, comment ça se passe, la vie, ici? Tout le monde n'a pas eu la chance d'être relogé dans du neuf. Oui, bonjour. Oui, bonjour, on voudrait parler du quartier. Ah, pas de problème, rentrez. Et pour cela, généralement, c'était mieux avant. Ah, GG et puis sa femme. Parce que c'était mes potes surtout, hein. C'était tous les copains. Et puis c'était une vie spéciale, hein, Lamont-Quentin. On n'a jamais revu ça, puis on le verra plus, hein, de toute façon. Hein, quand je vois ce qu'ils ont installé maintenant, là, c'est plus la même chose. Hein. C'est surtout ça. Déjà, c'est des cités dortoirs, personne ne se parle. Soit disons que c'était fait pour que tout le monde se côtoie. J'ai l'impression ici qu'on voit que des richards, avec leurs grosses voitures, c'est tout. Ils viennent du boulot, ils rentrent, on les voit plus. Hein. On est bien, mais bon, ce qu'il y a, c'est de la tristesse, quoi. C'est triste, c'est trop triste ici. On voit, vous savez, on voit pas grand monde, hein. C'est le désert, là. Ah ouais. Puis il nous manque des jeux ici, pour nous, les adultes. Caralboule, tout ça, qui manque. Avant, on avait tout ça, moi. Mauvaise pioche, décidément, nous n'aurions ce jour-là rencontré que des mécontents. Alors que dans leurs 3 pièces, qu'ils se sont empressés de redécorer à leur goût, Corinne et Pascal ne font pas que se complaire en nostalgie. On a trouvé ça sympa, à force. Hein. On s'habitue. Ça fait 3 ans et demi que je suis là. On s'est habitué, hein. Ouais, de ça. Et tout bien considéré, leur vie sociale a repris. J'embrasse d'abord ma voisine. Ma voisine est amie. Parce qu'ici, tous mes voisins sont mes amis. Vous allez bien? Hein, mon frère? Ouais. Vous savez, dans cette résidence, il y a une ambiance extraordinaire. 90% de satisfaits, selon une enquête récente de Presqu'île Habitat. C'est mieux que la rue d'Alsace. Oh, il y a pas photo, oui, carrément, oui. Et le quartier de Lamont-Quentin n'est pas tout seul. La rénovation a concerné d'autres secteurs de la communauté urbaine, avec une intention, un retour de l'habitat social dans les centres-villes. Et quand vous regardez aujourd'hui ce qui est devenu la zone des bassins, par exemple, tous ces logements que vous voyez de couleurs différentes, 80 logements qui se sont loués très très rapidement. C'était du confort, c'était de la qualité de vie, la proximité des commerces. On pourrait donc conclure en beauté, si l'on n'était pas à Cherbourg, face au nord, avec des immeubles construits selon des techniques d'isolation par l'extérieur, visiblement peu adaptées.
On est en front de mer, un climat doux, très peu de gel, donc un air salin qui favorise les mousses et l'absence de gel qui ne permet pas de tuer les mousses. Donc, voilà, donc on est dans un système comme ça qui fait que l'idéal à Cherbourg serait de faire des doubles murs, quoi. C'était, afin de ne pas trop peser sur les charges, une volonté d'économie, à court terme sans doute. C'est aussi la preuve que le renouvellement urbain est un éternel recommencement. Christian Duplessis, on a vu dans le reportage ces immeubles qui vieillissent finalement très très vite, même récents. Est-ce que le renouvellement urbain, ce n'est pas quelque chose qui se renouvelle justement sans arrêt, un éternel recommencement? Ce qui est important à voir, on l'a bien vu dans le reportage, c'est qu'il y a les aspects cadre bâti puis les aspects sociaux. Et donc aujourd'hui, les interventions sur les quartiers prioritaires, ils s'articulent avec la politique de la ville, dans toutes les difficultés qu'il y a à résoudre. Et on voit bien qu'il y a C'est donc une affaire de pouvoir public, finalement, le privé n'a rien à faire dans la réhabilitation urbaine? C'est des travaux qui sont très longs, avec tous les partenaires, les pouvoirs publics, les investisseurs, les bailleurs sociaux, les collectivités. Avec quel objectif? L'objectif, eh bien, c'est de changer l'image de ces quartiers, c'est de faire en sorte que les personnes qui vivent dans ces quartiers puissent vivre à l'extérieur et que des gens de l'extérieur puissent venir dans ces quartiers. C'est recréer des parcours résidentiels, c'est-à-dire que les gens puissent accéder à la propriété, puissent vivre dans des logements naturellement décents et puis améliorés. Donc ça, c'est toute la vocation de ces quartiers prioritaires et de la politique de la ville. D'accord. Dominique Barbier, les personnes qui étaient précédemment vraiment dans le quartier gagnent en qualité de logement ou est-ce que ce sont d'autres personnes qui viennent? Vous avez à la fois des personnes qui restent et des personnes qui viennent. Pour des tas de raisons, on a cité souvent le problème de coût de loyer, autre chose comme ça. Ça n'est pas tellement la raison, mais vous avez à cette occasion de renouvellement urbain des personnes qui disent je veux aller voir ailleurs ou je souhaite me rapprocher. Donc vous avez forcément, je dirais, une mixité sociale qui se fait là. Mais attention, le problème de mixité sociale est beaucoup plus large que simplement sur une opération de ce type. Mais vous avez de nouvelles relations sociales qui se créent et c'est là où on verra la réussite d'une opération de renouvellement urbain. Mais est-ce qu'il n'y a pas également un déplacement de population? On met des personnes un peu plus riches en enlevant des personnes un peu plus pauvres? Vous pouvez peut-être le penser, ça a pu être vrai dans certains endroits, notamment en centre-ville où les opérations ont été, je dirais, pour des problèmes très simples, notamment de charges foncières ou autres, on est tout à fait d'accord. Mais l'objectif n'est pas de faire des modifications de population comme ça, c'est justement de permettre à des gens qui n'ont peut-être pas tous les moyens que jugerait une localisation en centre-ville, de pouvoir être proche du centre-ville dans ces opérations. Christian Duplessis, est-ce que finalement rénover, ça n'est pas aussi quelque part déloger, comme je le disais à l'instant? Non, mais je crois que la mixité sociale, c'est fondamental. On ne peut pas imaginer des forteresses de riches d'un côté et des ghettos de pauvres de l'autre. Donc, si vous voulez, la mixité sociale est quand même liée à la rénovation urbaine. Et d'ailleurs, on demandera dans les nouveaux programmes des conventions de mixité sociale pour que les partenaires réfléchissent, je dirais, au peuplement. Mais est-ce que ce n'est pas deux choses différentes de rénover un bâtiment et de créer la mixité sociale? Non, je crois que c'est très lié. La vocation de ces quartiers, c'est de faire des quartiers traditionnels qui s'intègrent dans tous les quartiers de la République. C'est qu'on sorte de ces quartiers prioritaires, qui sortent de la géographie prioritaire. Donc il faut effectivement faire en sorte que ce peuplement, et c'est ça le terme, doit être continu. Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de créer ça d'un seul coup, puis qu'ensuite, avec le temps, on retrouve ce phénomène de ghettoisation, en quelque sorte. Donc il faut que ce peuplement, il soit travaillé avec tous les partenaires, et c'est quelque chose qui doit se faire au niveau intercommunal. C'est possible, Dominique Barbier, c'est possible de réaliser cette mixité sociale? Moi, je pense que c'est possible. Mais quelque chose de très important et qui a été dit, c'est que l'urbanisme ou les opérations d'aménagement, c'est une chose. Les moyens pour faire vivre un quartier, c'est quelque chose qu'il faut penser en même temps. Et que vous pourriez avoir les meilleures opérations d'urbanisme si vous n'avez pas, je dirais, la volonté, mise en place, le statut associatif en est déjà une bonne raison, de dire on fait vivre un quartier. Vous pourrez avoir la plus belle réalisation architecturale si vous n'avez pas ces moyens mis en œuvre ou cette volonté des habitants de s'approprier les affaires, vous n'aurez pas une opération de rénovation qui marchera. Merci à vous. Comment
sortir de la crise? Des pistes sont déjà testées, elles ont même un cadre légal depuis 2014 et la loi Allure. Habitat collectif, alternatif, participatif ou même écologique, comme ce clos des Fées où nous sommes ici, un éco-village installé à quelques centaines de mètres de la centrale nucléaire de Palluel. Aux côtés de son architecte Alexandre Jonvel, le géographe Lionel Rouget nous expliquera sa conception de l'habitat normand de demain. Alexandre Jonvel, c'est vous qui avez conçu ce lieu, ce clos des Fées. Alors pourquoi d'abord ce drôle de nom? C'est un hommage à un tableau de Raoul Dufy qui s'appelle La Félicité, qui est un tableau à Paris. D'accord. Et c'est un hommage à la centrale C'est un hommage effectivement à la proximité de la centrale nucléaire qui est à côté. Il nous semblait intéressant de faire un contrepoint et de mettre une dimension, on va dire, écologique, environnementale à ce projet d'éco-hameau. Alors justement, on est en bord de mer, en milieu rural. Cet éco-hameau, comment est-ce que vous l'avez conçu avec ces données-là? Alors, je suis un enfant du pays, architecte, engagé dans l'architecture contemporaine. On a voulu revisiter deux choses. Le clos bocager, d'une part, et également le principe des longères en ossature bois. Voilà, des principes que l'on trouve dans les campagnes ici. Et l'écologie? Et l'écologie, donc, c'est des maisons très performantes d'un point de vue environnemental, des toitures en chaume très isolantes, des murs en ossature bois. Le chaume est uniquement du côté de la mer? Alors, c'est pour des raisons paysagères. Le chaume est côté nord. Côté sud, en fait, on a voulu mettre plutôt des panneaux solaires sur une toiture en zinc. D'accord. Vous l'avez dit, on est tout près de la centrale nucléaire de Palluel. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire quelque part? Ce projet, il n'aurait pas pu exister sans la centrale qui a financé d'une certaine façon. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire de mettre le paquet sur le développement durable en étant financé par du nucléaire? Je pense que ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans la manne financière qu'a pu représenter pour cette commune l'implantation de la centrale nucléaire. Donc on en a profité et je dirais qu'il y a eu une très bonne relation avec le maire de l'époque qui nous a permis donc de fabriquer ce projet main dans la main. D'accord. Le développement durable nucléaire, pour vous, il n'y a pas de contradiction? Pas à mon niveau, pas au niveau de la conception d'un éco-hameau. Il peut y avoir des contradictions, mais pas à ce niveau-là, je pense. Alexandre Jonvel, merci. Restez avec nous. On revient vers vous dans quelques instants, le temps de découvrir un autre type d'habitat, la colocation. Solution d'avenir, pas pour tout le monde, pas forcément pour les seniors en tout cas que nous avons rencontrés. Vous allez le voir, on est bien loin de l'image de l'auberge espagnole. Bonjour. Eric nous accueille chez lui. Ou presque. Vous venez pour la colocation? Oui. Et entrez, je vous fais visiter. On y va. Donc là, vous êtes dans le salon. Hein, salon, salle à manger. Un grand appartement T5 de 128 mètres carrés au cœur du quartier du Chemin Vert, à Caen. Celle-là. Hein, c'est la chambre d'une des colocataires. Ouais. Une femme de 69 ans, chacun sa chambre. Alors là, la deuxième chambre. Qui cherche preneur. Et celle-là, c'est la mienne. Je vous fais visiter la salle de bain qui est faite spécialement pour les seniors. Car c'est la particularité de cette colocation. Les résidents doivent avoir 60 ans minimum et être autonomes. Ils ont leur lavabo. Alors sur le papier, ce logement ne présenterait que des avantages. Bon, disons un studio, déjà, c'est déjà plus cher. Un studio, vous avez entre 400 et 470 € pour un studio. Alors qu'ici, bon, vous payez 300 €, en plus vous profitez de l'espace, hein, plus le confort, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a le confort aussi. C'est un bon plan, quoi. Oui, c'est le top. Voici sa colocataire. Janine vit ici depuis 3 ans. Pendant 15 jours, elle est chargée de faire le ménage. Chacun son tour. En communauté, il y a forcément des règles à respecter. Pendant ce temps, le plus jeune est à l'écart, dans son espace, tranquille. Moi, je suis chez moi, hein. Je suis bien. En colocation, on partage un appartement, mais pas, on ne partage pas sa vie. À l'origine, je pensais que la colocation, ça allait être comme du copinage ou de la camaraderie. C'est pas ça, la colocation. Et je me dis qu'aujourd'hui, les personnes qui rechercheraient une colocation ont peut-être ça dans l'esprit. Et c'est pas ça. C'est justement la liberté de faire chacun ce que l'on veut. Justement, il est un peu plus de 15 h. Eric va déjeuner. Tout seul. Dans le mois, par exemple, on peut faire un repas ensemble.
L'un cuisine pour les autres, voilà, ça se fait. De toute façon, la colocation, ça se fait. Mais il faut une bonne entente pour ça. La colocation, c'est le respect. Bon, le colocataire qui est avec moi a sa façon de vivre, moi j'ai la mienne. On est très indépendants. Ce qui fait, je pense, peut-être la richesse en fait de la colocation. Mais il y a des moments de solitude quand même. Hein. La colocation, c'est ça. Il faut avoir la chance de tomber sur des bons colocataires, tolérants. Surtout tolérants. Voilà, c'est très important ça. Voilà. Ça fait 1 an qu'ils vivent ensemble. Un grand mot. La colocation est plus une cohabitation. Janine, la moins bavarde, a vu défiler 3 résidents qui ont finalement renoncé. Il faut faire des concessions. Sinon, ça ne marche pas. Après, c'est un cauchemar. Voilà, faut dire ce qu'il est, c'est tout. Hein. Voilà. Là, clairement, c'est pas l'auberge espagnole. Ah non, c'est pas. C'est plus compliqué que ça. Voilà. L'auberge espagnole, c'est une vision, mais pas approximative de la colocation. Ouais. Pas facile de trouver le bon casting pour une colocation. Lionel Rouget, merci de nous avoir rejoints. Pour vous, le vivre ensemble de demain, ça peut passer par du collectif, mais pas forcément celui-là. Oui, pas comme ça. En tout cas, voilà, le reportage montre bien qu'il faut distinguer ce qui est de l'envie de vivre ensemble et puis de la capacité à vivre ensemble. On voit bien là qu'il y a un décalage. En tout cas, bon, voilà, on est bien sur des personnes en fait qui... On sent bien que c'est une imposition. Ce vivre ensemble-là est une imposition. Et du coup, est-ce que c'est un vivre ensemble? Oui, c'est le choc de 2 individualités. C'est le choc de 2 individualités qui sont là, contraintes un petit peu et forcées. On sent bien qu'il y a la question du temps qui intervient dans cette colocation-là, plus que cohabitation. C'est ça, tout à fait. Alexandre Jonvel, le vivre ensemble, c'est ce que vous avez voulu créer ici au Clos des Fées. Il y a des espaces publics, un potager partagé, des jeux pour enfants. Est-ce que c'est ce dont les gens ont envie de partager leur espace de vie? C'est pas forcément ce dont les gens ont envie, mais la volonté que je voulais essayer d'insuffler dans ce projet de village, c'était justement redévelopper du vivre ensemble, créer de l'espace public, créer des espaces où effectivement on retrouve en fait des espaces que l'on partage, comme dans les villages, je dirais, d'autrefois. Donc on trouve des jeux d'enfants qui par exemple ont été mis à la lisière du nouveau projet, mais à côté du hameau existant pour que justement les gens habitant le hameau de Conteville et le nouveau lotissement pour créer du lien. Mais est-ce que c'est pas un peu une utopie? Une utopie, et j'aime bien ce mot, pour moi l'utopie n'est pas un futur, n'est pas irréaliste, c'est juste un ailleurs. Et je pense qu'il est bon pour un architecte de proposer des nouvelles manières d'occuper l'espace, des nouveaux usages, et surtout de créer des espaces propices à des lieux de partage et de rencontre. Pour vous, Lionel Rouget, l'écoquartier, c'est une construction qu'on cherche à nous imposer, une construction politique. Enfin, tout ce qui est éco-quartier, éco-hameau, on voit bien que c'est une cosmétique à des formes effectivement urbaines qui s'inscrivent dans le développement durable, pour reprendre le terme à la mode. On voit bien qu'il faut repenser les formes d'habitat, il faut repenser les formes effectivement de socialisation, il faut aussi repenser les manières de construire les logements. C'est une mode. Oui, c'est une mode, c'est un produit, il s'inscrit là actuellement, on verra comment il évolue. Certains probablement évolueront très bien, je le souhaite. Il y en a eu d'autres Voilà, d'autres peut-être évolueront mal, et on voit bien comment toutes les autres formes, les castors, les grands ensembles, étaient aussi d'une certaine manière des formes d'utopie, ou individuelles ou collectives. Certains ont très bien évolué, voilà, parce que le temps est passé par là et le temps a bien fait les choses. D'autres ont eu beaucoup plus de difficultés. Parce que, au bout d'un moment aussi, les choses, elles sont ce que les gens en font, c'est certain. Et il y a bien là le passage de l'habitat à l'habité, et c'est un passage qui est difficile, sur lequel il faut du temps, et qui nécessite parfois aussi une action politique d'accompagnement, voilà, que ce soit association, que ce soit effectivement transformation des espaces publics, comme l'a dit mon collègue. Voilà, on voit bien que, oui, il faut du temps. En fait, au-delà de l'habitat qu'on propose, c'est donc ce que les gens en font, et c'est là que vous, en gros, vous lancez le projet et après vous espérez que ça va fonctionner. Tout à fait. En fait, en général, et d'ailleurs, à chaque fois que je reviens ici, ça me fait cet effet, c'est-à-dire que les gens s'approprient les espaces jamais de la manière dont on a pu les imaginer. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Et en fait, ce qui est important, c'est de créer une sorte de substrat, un potentiel, et ensuite aux gens
de créer les conditions de l'appropriation. Donc en fait, l'habitat de demain, c'est ce qu'on voudra bien en faire, quoi. Oui, je pense. Et le vivre ensemble de demain aussi. Il nous appartient en tout cas. Merci beaucoup à vous deux. On va retrouver tout de suite Erwan pour notre clin d'œil de la fin d'émission. Ce clin d'œil, il s'appelle Didier Decoing. C'est un romancier qui est amoureux de sa maison de bord de mer. Il nous en parle tout de suite après son portrait. Voir le jour en 1945 à Boulogne-Billancourt d'un père cinéaste, travailler comme journaliste pour François, Le Figaro, Europe 1, écrire des romans, sortir de l'ombre paternelle un jour de 1977. Le prix Goncourt 1977 est attribué au roman intitulé Jaune l'enfer de Didier Decoing. Devenir scénariste de cinéma, aux côtés de Marcel Carnet, Henri Verneuil, puis pour la télévision. Tomber amoureux du Cotentin, y acheter une petite maison avec vue sur mer, en faire un roman, écrire des phrases comme « Nous choisirions, avait-elle dit, une maison modeste, assez proche de la mer, pour saler des tomates, rien qu'en les exposant aux embruns sur le rebord d'une fenêtre. La bicoque aurait appartenu à un vieux pêcheur. Elle sentirait encore le poisson fumé dans la cheminée, la pomme et la grosse lessive. » Ou encore « Nous la remplirions de livres de marine, que nous lirions à la lueur des bougies, car les premiers temps, le compteur électrique disjoncterait sans arrêt. » Être marié, père de 3 enfants, croire en Dieu, être Didier Decoing. On s'est déplacé de quelques kilomètres pour venir sur le front de mer, ce front de mer de Velette-sur-Mer, pour parler de votre maison vue sur la mer, qui est une maison qui a vue sur la mer. Pas sur cette mer-là, mais... Voilà, c'est pas exactement la vôtre, même. vous êtes de La Hague. Et cette maison dont vous parlez, finalement, vous l'avez d'abord rêvée avant tout? Moi, j'avais découvert ce coin-là quand j'avais 8 ans. Et d'habitude, à 8 ans, on tombe amoureux, je ne sais pas, d'un cheval, d'un canon, d'un cow-boy. Moi, j'ai été tombé amoureux de cette région-là, la Hague. Et quand je me suis marié, j'ai montré ce paysage à ma femme, qui l'a trouvé magnifique. Et on s'est dit, il faudrait qu'on ait une petite maison de pêcheurs, là. Toute petite, juste pour nous deux. Et donc, on a cherché. Et ce rêve, quand on va voir dans la réalité, on le trouve? On a mis 3 ans à le trouver. Ce qu'on voulait, c'était avoir la vue sur la mer et surtout trouver une maison à vendre. Or, en Normandie, trouver des maisons à vendre, c'est pas évident. Parce que le Normand a un trait de caractère qui est « dans ma terre, c'est ma terre, je suis bien chez moi, je la garde ». Et pour trouver des trucs à vendre, c'était pas commode. Et pourtant, vous avez trouvé votre coup de cœur. Oui, on a trouvé cette maison qui, quand on l'a vue la première fois, était une maison sorcière. Elle était moche, de chez moche. Le jardin était moche. La peinture intérieure était moche. C'était couleur d'une moutarde, vous voyez. Il y avait des espèces de tuyaux annelés comme un grand monstre qui rampait dans la maison. C'était les tuyaux d'un poêle unique qui chauffait toutes les pièces. Mais quand on est monté à l'étage, on est entré dans la salle de bain. J'ai vu la baignoire et je me suis retourné depuis la baignoire vers la fenêtre et j'ai vu ça, la mer. Et l'idée de prendre son bain avec la mer en face, c'est quelque chose qui a effacé toutes les laideurs de la maison. Mais alors, une fois que vous l'avez acquis, cette maison, il a fallu se l'approprier, j'imagine. Comment est-ce qu'on s'approprie une maison? Ça s'apprivoise exactement comme un chat. C'est-à-dire qu'une maison, elle a au départ son indépendance. Je ne sais pas si elle est si contente d'être habitée, une maison. Elle peut très très bien vivre en autonomie. Alors, pour l'apprivoiser, il faut y aller souvent. Et puis, je veux dire, il faut l'apprivoiser pièce après pièce. De même que le chat, vous n'allez pas lui caresser le ventre tout de suite. Commencez par lui gratouiller la tête. Alors voilà, on a fait comme ça. Et puis, il faut faire venir des gens qui peuvent l'aimer et qu'elle se sente rassurée. Et faire venir aussi des entrepreneurs qui sachent la cajoler. Un peintre qui va la caresser avec son pinceau ou son rouleau et pas une peinture violente. Oui, ça c'est très très important. Un couvreur qui va lui dire tu vas être beaucoup plus belle avec un toit en vieille tuile. Et avec ce chat, comment vous vivez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en faites de cette maison? Elle ronronne d'abord. On en fait une sorte de petit paradis sur terre. C'est loin de la vie parisienne, c'est ce que nous cherchions. J'ai l'impression d'être sur un bateau quand je suis là-bas.
D'abord parce qu'elle est face au vent dominant. Vous y travaillez, vous vous reposez? J'y travaille moins bien que chez moi, parce que malheureusement, j'ai eu l'idée stupide d'installer mon bureau sous le toit, avec 180 degrés de vue sur la mer. Et moi, j'ai un tel amour de la mer que la voir derrière une vitre, ça ne va pas. Donc, je descends et je vais au bord de la mer. Mais c'est une maison d'amis, c'est une maison d'enfants, c'est une maison où on est quand même facilement une fois tous les mois, 8 jours et tout l'été. Un jour, vous pourrez vous en séparer? Non. Merci à vous, Didier Decoing. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. C'est l'heure de rentrer à la maison. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle enquête de région. Et cette fois, on prendra le large. On posera la question, la Normandie et la mer, une histoire amère. Tiens, ça me rappelle une chanson, ça. Oh non. Si, écoute. Aux sombres héros de la mer qui ont su traverser les océans du vide. À la mémoire de nos frères, dont les sanglots si longs ont fait couler l'acide. Oh, loin. Tu sais quoi, ouais? Tu chantes aussi bien que tu dessines. Tout part toujours dans le flot, fond des nuits sereines, ne vois-tu rien venir? Les naufragés et leurs peines qui jetaient l'encre ici et arrêtaient d'écrire.